C'est une situation qui, pour une fois encore, réunit tous les Congolais. Tous les Congolais se posent cette question sur la sécurité. Tous les Congolais sont une fois de plus désemparés. Chacun réagit à sa manière, les autorités, mais aussi la population. L'on pense plus particulièrement aux victimes qui subissent la situation sur place. Et pour en parler, nous avons réuni deux jeunes influents, des deux bords peut-être différents, mais tous Congolais, ils ne me contrediront pas. Face à moi, Serge Tiani qui est de Force Grise et juste à côté de lui, à sa gauche plus précisément, bienvenue Matumo, membre de Lucha que j'ai déjà accueilli il y a encore quelques semaines sur ce plateau. Mais cette fois, pour une question différente ou peut-être pas assez finalement de la sécurité dans la partie est de notre pays. La thématique choisie, c'est surtout l'attitude que l'on devrait adopter, que ce soit pour mettre fin à cela ou encore pour se défendre face à l'ennemi à l'extérieur qui est de plus en plus identifié. Je vais dire bonjour à mes invités. Serge Tiani, bonjour. Et bienvenue Matumo, bonjour également. D'abord, j'aimerais avoir les impressions. Pas de Force Grise, pas de la Lucha, mais des impressions des deux jeunes Congolais par rapport à la situation qui se passe actuellement encore dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai, ça n'a pas commencé aujourd'hui ou encore hier. Ça dure justement tellement longtemps et ça nous inquiète un peu. Je vais commencer par Serge Tiani qui est en face de moi. Qu'est-ce que vous ressentez personnellement de manière humaine? Vous pouvez parler subjectivement. Écoute, merci déjà de votre invitation, de permettre à ce qu'on vienne ici pour bien évidemment partager ce que nous ressentons par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Alors, mon ressenti immédiat depuis la situation d'hier et avant-hier, c'est beaucoup de peine. Je ressens beaucoup de peine, d'autant plus que je me sens à la place de ces frères et sœurs qui sont obligés, encore une fois, de subir la barbarie. Il faut bien le dire, la barbarie humaine, c'est-à-dire de subir l'égoïsme de certaines personnes qui, pour leurs intérêts personnels, ont décidé de s'aimer encore une fois de plus le chaos. Je me sens peiné, je suis tout autant peiné que tous les Congolais qui sont à l'est, à l'ouest, au centre du pays. Vraiment, je me sens peiné par rapport à ce qui se passe actuellement à l'est du pays. Bienvenue Matumo, dernièrement me disait qu'il a personnellement vécu cette situation et qu'il regrettait que 30 ans plus tard, ça puisse continuer. Comment vous vivez ces moments des combats? Ce moment est un moment important pour nous parce que nous ressentons de la révolte, de l'indignation, au-delà de tous ces ressentis humains qui sont la douleur, savoir qu'il y a encore des milliers de Congolais qui doivent quitter leur village, qui doivent quitter leur milieu de vie pour se déplacer, pour aller chercher la sécurité ailleurs. Tout simplement parce que nous avons échoué à pouvoir sécuriser nos frontières, à pouvoir ramener la paix et pouvoir les offrir un espoir pour vivre en paix et aspirer à un développement. Donc moi, c'est dit un moment important parce que ça nous rappelle notre responsabilité collective, que nous devons absolument tout mettre en œuvre, nous mobiliser pour que cette situation cesse. Il faut que ça finisse. 30 ans, c'est assez, il faut que ça finisse. Oui, ça doit se terminer, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ça continue. Vous parlez de moments importants. J'aimerais comprendre parce que vous sous-entendez par moment important. Par moment important, je sous-entends une mobilisation générale qui doit s'organiser pour une situation qui a trop duré et qui a causé beaucoup de victimes. Depuis 30 ans, depuis les années 90, il y a une situation qui, au quotidien, déchire les familles. Et ce n'est pas la première fois que les gens puissent se mobiliser de manière générale. Comme ça, on sait qu'à chaque fois qu'il y a peut-être une forme de barbarie qui dépasse ce que l'on a l'habitude de connaître, il y a mobilisation, mais sinon, c'est le lot de chaque week-end. Non, mais oui, je suis conscient que c'est le lot le week-end. Les gens semblent banaliser la violence, surtout quand on est loin des zones qui sont touchées directement par cette violence. Mais important, pourquoi? Parce qu'il faut que les gens prennent conscience qu'on ne peut plus continuer à revenir dans le même cycle, comme un cercle vicieux où ça recommence, les gens se mobilisent et puis les gens se fatiguent, ainsi de suite. L'idée ici, c'est qu'une fois pour toutes, que les gens taisent les divergences pour réorganiser la riposte et cette fois-ci imposer un rapport de force qui est à notre faveur pour que nous soyons ceux qui construisent la paix et ceux qui redonnent de l'espoir à ces milliers de Congolais qui sont confrontés au quotidien à
à ces crimes, à ces atrocités, à ces meurtres, à ces assassinats et ces massacres. Parler de la même voix, est-ce que c'est bien ça, Serge Tiani, déjà une voie vers la sortie? Non mais moi je suis d'accord avec Bienvenu par rapport à ce qu'il a dit. Hein. Il faut taire nos divergences. En ce moment, il faut que la nation tout entière se retrouve. Il faut une mise en commun collective des idées déjà et des aspirations. Quelle est l'aspiration d'un Congolais en ce jour où qu'il se trouve? C'est qu'il vive en paix, en tranquillité, dans son pays, que ce soit un pays complètement où on n'a plus affaire à des groupes rebelles, que ce soit un pays où on se déplace facilement de l'Est à l'Ouest, ce soit un pays où on dort la nuit en toute tranquillité. Voilà, donc cette aspiration collective-là, c'est ce qu'on doit mettre en avant en ce moment même. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec Bienvenu. Ça ne sert à rien pour l'instant d'essayer de sortir nos divergences, qui très souvent sont des divergences politiques, pour une question aussi cruciale pour l'existence même de la nation, l'existence même du pays et de la nation et de nous en tant que peuple d'une nation. Donc, il est important, bien évidemment, de taire toutes nos divergences. Parce que les gens qui se déplacent, les gens sur qui on tire, eh bien, n'ont pas le temps de suivre les infos, ne savent pas qu'il y a un conflit entre Assemblée nationale ou Sénat pour convoquer le Congrès ou juge Cour constitutionnelle. Eux, là, ils sont focus que sur la vie. Exactement, mais c'est en ça que les leaders entre guillemets qui sont sur place sur le terrain et ceux qui sont pas sur le terrain justement, c'est en ça qu'ils doivent essayer de se surpasser, d'aller un peu au-dessus de ces petits intérêts de politiciens qu'on a l'habitude de voir tout le temps, qui courent souvent tout le temps derrière peut-être de postes, qui courent derrière une élection quelconque. Pour l'instant, il faut vraiment une mise en commun de la nation pour essayer de surmonter cette situation qui se passe. Aujourd'hui, à ce stade, qu'on soit congolais de partout, on a un seul ennemi. Et l'ennemi à ce stade, c'est le M23. L'ennemi à ce stade, c'est les Codeco. L'ennemi à ce stade, c'est tous les petits groupes armés qu'on a dans la partie est du pays. Et il faut un sursaut patriotique. C'est en sens même que le patriotisme doit avoir tout son sens. C'est maintenant que le patriotisme doit avoir tout son sens. Et patriotisme, c'est quoi? C'est de dire que, ok, moi je suis de l'UDPS. Bienvenu, il est apolitique, il est de la lucha. Monsieur Kanga, il est du PPRD, par exemple, pour ne citer que lui. Le patriotisme, c'est de dire que nous avons ensemble une vue commune sur ce que doit être la nation. Aujourd'hui, c'est quoi notre vue commune? Aujourd'hui, c'est une RDC 2 345 000 km², c'est une RDC sans groupes armés, c'est notre vision commune à ce stade. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de se tirer dessus pendant qu'on a un ennemi aujourd'hui qu'on doit bouter hors de notre territoire? Ça ne vaut pas la peine de se tirer dessus, il faut se mettre ensemble pour essayer de dégager cet ennemi-là. Alors, parmi les réponses réservées à cet ennemi, il y a notamment cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Je crois que Arnold l'a préparée parce que je lui avais demandé. Il s'agit, sauf si je me trompe, du commissaire provincial de la police, ville de Goma, qui a appelé à une résistance populaire. On va suivre et commenter avec vous juste après. Voilà la besoin de temps d'unité pour que je retenir Badier. Commandant, donnez des armes aux policiers. Peut-être Namandouk, Kalisimbi, Goma, peut-être Namandouk. Peut-être dire Ville, peut-être qu'il est Madame Nakural. Au Bangate, nous nous c'est vrai, population, comment on va dire Kisaka. Voilà, c'est juste un extrait parce que c'est un message très relayé et qui a été accueilli de diverses manières. Il y a des personnes qui ont salué cette position, notamment qui appellent à l'autodéfense. On a nommément appelé la population à se munir de machettes pour pouvoir se défendre, ou de machettes ou de tout autre objet pouvant aider à donner la mort. Ce sont ces mots, j'ai traduit en français, et ça a été accueilli diversement dans l'opinion. Avant d'analyser les différentes réponses données, j'aimerais aussi avoir vos réponses à vous ici sur ce plateau. Je vais commencer par Bienvenu notamment. Alors, merci beaucoup Christopher pour cette question autour de cette vidéo qui fait polémique. Moi, à mon sens, je considère qu'il faut organiser une résistance. Résistance à l'image des Ukrainiens qui se sont organisés pour essayer de contraindre la Russie à ne pas attaquer leur pays qui est souverain. Et nous sommes presque dans le même cas où un pays voisin qui, par des supplétifs du groupe armé M23, attaque un territoire souverain qui est le Congo. Et à ce moment-là, lorsqu'un pays est agressé, il doit utiliser
tous les moyens nécessaires pour se protéger, pour se défendre. Et la charte, le droit international humanitaire reconnaît lorsqu'un pays est agressé, il peut mobiliser ses citoyens pour organiser la riposte et se défendre. Et moi, je considère qu'il est temps que l'État congolais organise les citoyens. Il faut qu'il y ait une participation citoyenne à la stratégie de maintien de l'ordre et à la sécurité. Ça signifie qu'il faut identifier dans les jeunes de la région qui sont ceux qui ont des capitaux militaires pour avoir été dans les groupes d'autodéfense par avant ou pour avoir servi dans des corps comme les éco-gardes, comme à Goma, il y a un mouvement assez important de jeunes qui travaillent dans le service de gardiennage, qui subissent des formations paramilitaires. Donc ces personnes-là peuvent être mobilisées pour subir des formations, de faire la guerre, pour les donner des capitaux guerriers, afin qu'ils soient utiles dans cette stratégie de résistance. Je ne suis pas forcément d'accord qu'on donne aux populations des machettes. Bon, tu ne feras rien avec les machettes du moment où l'agresseur a des armes. Il faut qu'on utilise les moyens proportionnels et en identifiant les personnes qui peuvent être utilisées pour soutenir les FARDC, qui me semble les chiffres est moins gonflant et moins important sur le terrain. Et l'autre, c'est maintenant la population globalement. Elle peut être sensibilisée à ne pas collaborer avec les agresseurs, à demander par exemple la rupture des rapports diplomatiques avec les agresseurs, à boycotter des produits rwandais qui sont vendus sur les marchés de Goma, et aussi à créer un sentiment de vigilance extrême pour que tout cas suspect soit reporté à la police. Et on va y arriver parce qu'il y a eu même un communiqué du M23 à ce sujet-là. J'aimerais d'abord prendre l'avis de Serge Tchani par rapport à cette vidéo qu'on vient de suivre. Oui, alors déjà, la Constitution, hein, bien évidemment, a cité le droit humanitaire, bien évidemment, mais déjà, la Constitution de notre pays exige, c'est un droit, une obligation pour tous les Congolais de défendre son pays, c'est constitutionnel. Maintenant, il faut faire attention aux méthodes, il faut faire également attention avec certains langages qu'on utilise. J'ai déjà discuté avec Bienvenue une fois, on parlait de la problématique de groupes armés, de plusieurs groupes armés sur notre pays. Et il te souviendra que tu m'avais dit, et après on est arrivé à la conclusion que la plupart des groupes armés aujourd'hui, je vais dire de petits groupes armés parce qu'il y en a beaucoup, plus d'une centaine, qui sèment la terreur aujourd'hui dans la partie Est, à la base, c'était des groupes d'autodéfense. Les Maïmaï, par exemple, c'était des groupes d'autodéfense. Et maintenant, c'est des groupes qui ne sont plus de groupes d'autodéfense. C'est des groupes qui coupent, qui égorgent les mêmes personnes avec lesquelles elles vivent. Donc, il faut faire très attention avec les discours qu'on porte dans ces genres de situations. Et je suis d'accord. La chose qu'il faut faire maintenant, en ce moment, d'abord, c'est de réorganiser nos forces armées. C'est très important. Faire un appel aux jeunes qui se sentent capables à s'engager dans l'armée, c'est déjà la première étape, ça c'est très important. Il faut faire venir les gens, il faut que les gens s'engagent dans l'armée. Parce qu'à ce stade, il n'y a que l'armée d'abord qui est revêtue de cette violence légitime, entre guillemets, pour défendre le territoire national. Il faut appeler les jeunes gens, ceux qui ont connu des formations paramilitaires, comme a dit Bienvenue, ceux qui ont fait des services de gardiennage. Il faut peut-être faire un appel, ça c'est le chef d'état-major qui sait comment il va faire. Il faut faire un appel à ce jeune-là pour qu'ils rejoignent les FARDC. Ensuite, ils vont connaître une formation militaire appropriée. Parce qu'il ne faut pas oublier la formation, bien évidemment, paramilitaire est toujours différente de la formation militaire. Une formation militaire, ce n'est pas que le maniement des armes. C'est une formation idéologique également. Ça va au-delà du simple maniement des armes. Donc, faisons attention de ne pas tomber dans le piège de nos agresseurs. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pièges. Et c'est vrai que nous sommes révoltés. C'est vrai que cette situation est inacceptable pour tout Congolais où qu'il se trouve. Mais faisons attention de ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Faisons attention à ne pas commettre des actes qui pourront plus tard se retourner contre nous. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous appartenons à une communauté qu'on appelle communauté internationale du fait de notre appartenance dans les systèmes des Nations Unies. Et les systèmes des Nations Unies ont des règles, bien évidemment. Donc, faisons attention à ne pas tomber dans ces pièges-là, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se laisser faire. Et pour ça, réorganisons notre armée, réorganisons d'abord notre système de défense première, qui sont les FARDC.
Et ensuite, maintenant, on peut envisager d'autres voies. Donc, attention de ne pas tomber dans les pièges de l'agresseur. Je vais relancer justement là où vous avez chuté en évoquant la communauté internationale. Le président Félix Tshisekedi s'est battu, en tout cas depuis qu'il est là, pour remettre le Congo dans ses lettres de noblesse, dans les concerts des nations. Il a voyagé, il a fait pratiquement tous les pays possibles et on a considéré le Congo comme un pays fréquentable au niveau de la diplomatie. On est impec sans problème. Mais est-ce que ça ne dérange pas un tout petit peu de voir la manière dont cette affaire de guerre en République démocratique du Congo est traitée avec légèreté par rapport à une situation plus récente, plus proche de nous, l'Ukraine par exemple. Il n'y a qu'à voir le traitement de l'information sur les chaînes internationales câblées ici en République démocratique du Congo par rapport à la situation ukrainienne et congolaise. Est-ce que ça ne dérange pas un tout petit peu? Je vais prendre Bienvenue, puis Serge. Alors, moi, je considère que notre diplomatie a échoué dans le sens où on devait rétablir la paix par des voies diplomatiques. Il y a eu notamment cette réunion au niveau de Nairobi, il n'y a pas plus tard que quelques semaines. Oui, ces accords qu'on a voulu organiser pour donner la chance à ces groupes d'être soit démobilisés ou soit d'être réinsérés dans l'armée, sachant que la population locale et la société civile avaient déjà refusé toute intégration des anciens rebelles dans notre système de sécurité. Et moi, je considère qu'il nous revient, nous, Congolais, à donner la ligne, la voie à suivre par l'international. L'international ne peut que suivre si à l'interne il y a une mobilisation. C'est pourquoi moi je parle de la résistance. La résistance, c'est pas que les militaires eux-mêmes sont au front. Il faut plusieurs stratégies de mobilisation. Par exemple, nous, à ce moment, Lucha, à ce moment, nous organisons des mobilisations de soutien à Goma pour collecter les biens, pour envoyer un message symbolique au FARDC. C'était vous avec les motos là? On a vu hier des images à Goma. Je ne sais pas si l'information est confirmée. Les motards qui ont apporté des biens, des vivres aux militaires sur les fronts. Ils ont fait une parade carrément comme ça sur la ville. J'ai vu sur l'avenue de la Corniche. Alors ça, c'est la corporation des motards qui est une structure très implantée à Goma. Et mais nous, les jeunes aussi, avec d'autres structures, on se mobilise, on va dans le marché, on parle aux mamans, on parle à tout le monde, pour que les FARDC sachent qu'il y a un soutien symbolique que les gens peuvent apporter. Et l'autre, c'est cette vigilance que moi j'appelle, comment est-ce que nous sommes extrêmement organisés pour ne pas permettre les filtrations. Et l'autre aspect, je suis d'accord qu'il faut former et réformer l'armée, ça c'est notre demande de tous les jours. Mais dans l'immédiat, il faut qu'il y ait une protection de notre territoire, il faut que les vies soient sauvées, il faut que la guerre cesse. Et ici, l'international a un rôle à jouer, c'est dénoncer l'agresseur. Les droits humanitaires internationaux demandent que les communautés, ou bien les pays membres de la communauté internationale puissent dénoncer l'agresseur. Parce qu'il est déjà désigné, c'est le Rwanda qui nous agresse ici. Donc tous les États amis au Congo doivent dénoncer l'agresseur, comme on a dénoncé Poutine. On doit prendre des sanctions économiques et politiques, diplomatiques vis-à-vis de l'élite rwandaise qui aujourd'hui est en train de détruire notre pays. Et l'autre côté, c'est l'Union africaine qui est une organisation panafricaine qui doit pouvoir dénoncer et demander à Kagame d'arrêter les attaques qu'il fait contre le Congo. C'est à ce moment-là que vous verrez cette mobilisation interne va être relayée à l'international, va être soutenue par les amis du Congo. Et c'est là aussi le rôle du président de la République. Je voudrais le voir afficher un comportement militaire, afficher un comportement de soutien ouvert au FARDC, à demander par exemple l'Assemblée nationale et le Parlement globalement de peut-être voter des lois vite fait qui peuvent donner beaucoup de pouvoir à l'armée, beaucoup de moyens à l'armée pour vraiment mobiliser l'État congolais et montrer à l'opinion que nous sommes en guerre. Hein, et pas quand on est en guerre, on convoque le Congrès pour aller désigner des membres de la Cour. Ça montre que les priorités ne sont pas les mêmes dans les zones qui sont touchées par le conflit ou bien la guerre et la capitale où les institutions devaient être agitées, mobilisées et déployer et envoyer des messages symboliques à ceux qui sont au front, mais aussi à mobiliser la diplomatie internationale pour que le Rwanda soit dénoncé clairement et que les sanctions soient prises à la compte du Rwanda. Le Rwanda va encore en parler. Serge, est-ce que toi, de ton côté aussi, tu as cette impression que la communauté
internationale et même dans la sous-région en Afrique, on a fermé les yeux sur la situation qui se passe au Congo. Mais c'est le sens même du travail diplomatique qui est en train d'être fait et qui a démarré lorsque le président arrive au pouvoir. Il prend conscience justement de ces faits-là dont Bienvenue a parlé, et dont tu parles. D'ailleurs, comment on arrive à faire accepter à la communauté internationale ce qui se passe en ce moment à l'Est. Ils ont les représentations diplomatiques dans ce pays. Ils sont au courant de ce qui se passe à l'Est. Ils savent qui est l'agresseur. Ils savent que le groupe armé à l'Est agisse par proxy. Ils le savent. Mais comment le faire accepter cela? Comment le pousser à arriver à dénoncer cela? Mais ce n'est que par un travail diplomatique qui doit être fait. Et justement, vous aurez remarqué que la diplomatie a franchi un cap. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé par un travail diplomatique, on y allait. Et aujourd'hui, dans cette diplomatie-là, on parle encore un peu plus fort qu'avant. C'est-à-dire qu'on utilise un peu de mots un peu beaucoup plus fermes qu'avant. Vous avez vu la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Cette fois-là, il a désigné clairement... Ça dit pour combattre l'ennemi, il faut d'abord savoir qui il est. Exactement. Il faut prendre le courage de les désigner. Voilà, le ministre a désigné clairement le financier ou le soutien à la fois logistique et financier du M23, à savoir le Rwanda. Complément d'information d'ailleurs ce matin, comme on vient de voir dans la minute d'information, les FARDC ont présenté au mécanisme conjoint de vérification les tenues militaires et la logistique des forces, voilà justement l'image est là, des forces armées rwandaises sur les fronts, entre les mains des, entre guillemets, rebelles qui combattaient contre les FARDC. Voilà, donc ce travail diplomatique-là, on franchit un cap dans la diplomatie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la diplomatie a échoué. Pas du tout, la diplomatie n'a pas échoué. N'oubliez pas que quand on arrive au pouvoir, quand le président Tshisekedi prête serment en 2019, le Congo était complètement coupé disons, pratiquement coupé de la communauté internationale. Voilà, on était coupé de tout ce monde-là. Et ce travail-là, il faut refaire ce travail-là, et ce travail a été refait. Et en ce moment, on franchit un autre cap. Mais le travail doit se faire sur deux terrains. C'est le terrain de la diplomatie d'une part, et de l'autre côté, le terrain interne, c'est-à-dire que le terrain de l'armée. Il faut la fermeté de deux côtés. Il faut que de notre côté, on arrive à réorganiser notre armée. Le président de la République l'avait dit dernièrement. Et je pense que Lanouche et Bienvenue le disent souvent, c'est de dire que notre armée est infiltrée. On a des affairistes à de haut niveau de l'armée. Le président l'a dit dernièrement, les gens ont crié au scandale et maintenant ils se rendent compte que c'est vrai. Parce que c'est du classique de la guerre. Aucun conflit armé ne peut persister pendant aussi longtemps sans complicité interne. Ça, c'est du classique de la guerre. 20 ans d'insécurité à l'est du pays sans complicité interne, c'est faux, c'est impossible. Parce qu'il faut dire quelque chose, c'est que les M23, bien que soutenus financés logistiquement par le Rwanda, ça reste d'abord un mouvement des Congolais. C'est-à-dire que ce sont deux frères congolais qui prennent les armes et qui décident d'essaimer les chaos, qui décident de tuer d'autres Congolais. Ça, c'est un problème interne. Donc, c'est le volet interne de la question qu'on doit cerner également. Et il y a ce travail-là en interne qu'il faut faire aussi. Donc, il faut qu'on arrive, le peuple, on a parlé de la contribution du peuple, il faut que le peuple, dans ce cas-là aussi, arrive à dénoncer. Nous connaissons tous, peut-être dans nos quartiers, dans nos communautés, les gens qui sont des mèches avec ces destructeurs, avec ces pilleurs, avec ces violeurs d'enfants, ces tueurs. Nous connaissons tous peut-être ces gens-là. Il faut qu'on arrive à dénoncer. Donc le travail doit se faire sur les deux volets. Il ne faudrait pas arrêter le travail diplomatique. Ça serait une erreur que d'arrêter le travail diplomatique en ce moment. Par contre, c'est encourager le cap que l'on franchit dans la diplomatie en ce moment, parce qu'on a franchi un cap dans notre diplomatie. Et continuer le travail en interne, c'est le travail de défendre la nation, c'est le travail d'en finir définitivement avec ces groupes armés, pas que le M23, tous ces petits groupes armés, Codeco et consorts, il faut dès lors en finir définitivement. En parlant de la position à prendre, l'on reproche notamment à l'opinion, dans l'opinion au gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, de prendre un peu trop les gants avec cette situation, de ne pas nommer clairement, de parler souvent au conditionnel de l'ennemi, alors que pratiquement toutes les preuves sont vues à l'œil nu. Est-ce que c'est une bonne position de continuer à compter sur la diplomatie alors que l'agresseur, lui, vous attaque
frontalement. Le contrat social entre le peuple et le gouvernant, puisque c'est nous qui donnons le pouvoir aux gouvernants, lorsque nous leur donnons le pouvoir, nous leur accordons quelque chose. Nous leur accordons d'avoir, dans des moments où nous sommes dans l'émotion et nous sommes dans l'agitation et nous sommes parfois dans l'excès, c'est que le gouvernant soit dans la maîtrise, soit dans la mesure et soit plutôt calme, appréhende mieux les choses pour des décisions qui puissent suivre, avec lesquels nous serons d'accord plus tard. Donc c'est ce contrat social-là que nous-mêmes, le peuple, nous avons accepté. C'est pour ça que nous avons désigné des gouvernants à qui nous avons donné le pouvoir. Donc il faut épidermiquement. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'un gouvernant ne doit pas avoir des réactions épidermiques. Je préfère préciser là-dessus, les gens ne doivent pas dire que j'ai dit que ceux qui réagissent comme c'est là dans la population ont tort. Pas du tout, j'ai pas dit ça, parce que je sais comment ça fonctionne. Les gens, ils vont couper un tout petit peu la partie sur Twitter et ça fera le buzz. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le peuple a droit de réagir comme il le sent, parce que c'est une situation quand même extrêmement grave, mais le peuple lui-même, en donnant le pouvoir à un groupe de gens pour gouverner notre destinée, se rend compte que voilà, nous, on peut être dans l'émotion, eux, ils ne doivent pas être dans l'émotion comme nous, et ils doivent être dans la mesure. C'est un peu comme dans une famille. Lorsque les enfants sont agités, le père de famille doit essayer de calmer, appréhender la situation et puis proposer des mesures adéquates. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien derrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien derrière, c'est très important, c'est très important et je crois que c'est Napoléon qui le disait d'ailleurs. Il disait qu'un homme d'État doit toujours faire la nuance entre l'excès et la prudence. Bienvenue et d'accord avec cette approche? Non, pas du tout. Moi, je considère que notre diplomatie ne marche pas parce que nous ne sommes pas un État fort. L'État fort, c'est à travers notre capacité à nous protéger. C'est notre capacité à organiser notre armée. Depuis 4 ans, nous avons demandé la réforme de l'appareil sécuritaire de ce pays. Nous avons demandé qu'on change des généraux affairistes qui sont connus dans l'armée, qu'on les renvoie. Sur ce point-là, vous êtes d'accord? On est d'accord, mais le problème ici, c'est que le pouvoir politique n'a pas agi pour former l'armée, pour réformer les services de sécurité, pour remanier la chaîne de commandement. Le pouvoir ne l'a pas fait. Ce qu'on a vu, c'est le président de la République qui s'implique comme moi, alors que depuis 4 ans, c'est lui qui est le chef des armées, c'est lui qui préside, c'est lui qui doit mener les réformes. C'est là que moi je dis que ce propos n'était pas légitime à ses propos. L'autre élément que moi je considère, c'est que du moment où toutes les preuves sont là, un État doit décider d'être un État guerrier pour se défendre. Moi, je vis avec beaucoup d'admiration le Premier ministre éthiopien se défendre et arborer même la tenue militaire, parce qu'il a des capitaux militaires, pour aller au front. On ne demande pas à notre président d'aller au front parce que lui n'a pas de capitaux militaires. Mais ce qu'on peut voir, c'est une mobilisation générale. C'est la façon dont on communique avec les populations. Comment est-ce qu'on nous mobilise, nous? Quels sont les concepts et les mots qu'on utilise? Est-ce qu'on désigne l'agresseur? Mais il y a une tendance de ne pas désigner l'agresseur. Il y a une tendance à nuancer les faits, alors que les faits, on ne les nuance pas. On les nomme tels que les faits sont. Mais l'agresseur a été désigné par le ministre Lutundula. Oui, mais on attend du gouvernement. Vous n'avez pas applaudi, hein, ça. On a applaudi. On a applaudi que les ministres les dénonçaient. On attend plus que les chefs du gouvernement, les chefs des armées, que le président de la République, prennent le courage de dire les Rwandais nous agressent. Et lorsque cette déclaration est faite, ça signifie qu'on entre en guerre. Non, et vous verrez, et moi je suis de ceux qui pensent que si on demande aux jeunes de s'enrôler, moi je m'enrôlerais volontiers pour aller soutenir l'armée. Parce que je considère ici que nous sommes agressés. Un papa, responsable de la famille, ne peut pas être nuancé lorsque sa famille est en train d'être attaquée. Je ne conçois pas, moi, Matoumo, chef de mon ménage, on est en train d'attaquer ma femme et moi je commence à réfléchir. Je défends d'abord ma femme et la réflexion viendra après. Donc c'est ce qu'on attend du gouvernement congolais, c'est réagir donc agresser le Rwanda? Il ne faut pas agresser les Rwandais, on se défend. Nous sommes en position d'agression. Nous, on ne va pas agresser, nous, on se défend, parce que nous sommes agressés. Donc, attaquer le Rwanda? Nous, on se défend. Il y a une agression qui est connue et qui est portée par un groupe d'IM23, alors que c'est un groupe pro-rwandais. Et ici, il faut se défendre. La position est simple. Tout à l'heure, il y a la thèse de Adolphe Muzito, qui est revenu aussi dans l'opinion. Hier, lui, il avait carrément dit qu'il faut annexer le Rwanda. Non, moi, je ne dirais pas ça comme ça. Il faut nous défendre vigoureusement. Et il faut nous défendre jusqu'à sauvegarder les limites intégrales de notre territoire congolais et protéger les humains, protéger les Congolais qui sont là. Et s'il faut pour que Kigali les comprenne, il faut qu'on touche à Kagame, il faut le faire. On ne peut pas être dans une relation de morale, de bon sens. Ici, on nous agresse.
c'est un État qui est agressé par notre pays voisin. À ce moment-là, on ne réfléchit pas deux fois, on se défend et on demande à la communauté internationale de dénoncer, désigner l'agresseur et de lui infliger des sanctions nécessaires, comme ça se fait dans la pratique internationale. Non, vous avez compris que Bienvenue veut qu'on attaque, qu'on parte en guerre contre le Rwanda. Moi, je pense que c'est une approche très... Parce que dans son entendement, le Rwanda est en guerre contre nous. Non, il y a ceci. Les guerres classiques à l'époque, bon, peut-être que maintenant c'est revenu sur la scène, une guerre classique où deux États s'affrontent, c'est le cas de la Russie et l'Ukraine en ce moment, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne voyait plus ça. Et c'est pour ça, c'est le sens même de la création des Nations Unies, c'était pour éviter que les États se rentrent dedans entre eux. On crée les Nations Unies qu'on appelle communauté internationale. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pour éviter que les États se rentrent dedans, certains États, pour déstabiliser les autres, ils agissent par proxy. Donc, ils utilisent... On ne peut pas continuer à se Non. Pourquoi on doit continuer à négocier, à faire la guerre, à importer des procurations, alors qu'on peut faire la guerre au signataire de la procuration? Bienvenue, il faut être un homme d'État. Vous êtes dans la posture... Je suis citoyen, d'un mouvement citoyen. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bienvenue. L'état d'esprit, la complaisance de désigner d'abord l'agresseur et de lui donner des moyens nécessaires pour nous défendre, moi, me pose problème. Il faut qu'on réagisse. On ne peut pas continuer à dire, bon, nous sommes les hommes d'État, les pays agressés, les populations civiles sont en train d'être déplacées, les gens sont en train d'être tués, et puis on cherche des voies diplomatiques qui n'aboutissent à rien. Bienvenue. Il faut qu'on fasse la guerre à celui qui nous fait la guerre. Voilà. Vous êtes, il faut vous mettre 2 secondes dans la position d'un homme d'État. Voilà la position. Non, ça c'est faux argument. S'il te plaît, cher Christopher, voilà la position, cher Christopher. Aujourd'hui, en ce moment, ce qu'on doit faire en ce moment, c'est de dire on arrête des négociations avec les M23 et tous les autres groupes armés. Ça a déjà fait ça, j'imagine. Que je continue, s'il te plaît. On arrête les négociations avec les M23 et tous les groupes armés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, dès lors, on doit faire la guerre à ce genre, que ce soit le M23, que ce soit les Codeco, que ce soit les Maïmaï, je n'ai pas envie de dire vos amis. On doit faire la guerre à ce genre-là. Leurs amis. Oui, Bienvenue avait dit que c'était un groupe d'autodéfense une fois quand on discutait avec lui, il disait que c'était un groupe d'autodéfense. Mais ça c'est un autre sujet. On combattu pour la préservation du territoire dans les années 90. Lorsqu'on a été agressé dans les années 90, 2000, les Maïmaï nous ont aidés, il ne faut pas aussi nier cela. Voilà, exactement, vous voyez, voilà, c'est ça justement. C'est les gens qui vous ont aidé, qui tuent aujourd'hui, que vous ne condamnez pas. Malheureusement, ils coupent des têtes. Il faut éviter les raccourcis. C'est pas un raccourci, je continue. L'état de siège a été déclaré pour mettre fin à ce qui se passe à l'interne. Ici, nous sommes agressés par un pays externe. La dynamique n'est pas la même ici. L'état de siège, avec le programme de démobilisation des armements, va s'occuper de ces groupes locaux qui sèment la terreur, pour les démobiliser, les serrer socialement. Ça, c'est un acquis qui est déjà mis là-bas. On a nommé un coordonnateur contesté. Vous êtes d'accord avec le fait qu'on extermine les Maïmaï? On est d'accord. C'est très bien, c'est tout ce que je voulais entendre. Les désarmer. On est d'accord qu'on puisse les désarmer et les serrer socialement. Ils ont joué un rôle dans le passé. Voilà, il ne faut pas se les nier. Deuxième chose ici, Christopher. Nous sommes agressés par un État voisin. On ne fait pas lui appliquer la même solution. Bienvenue. La méthode n'est pas la même. Vous avez évoqué le droit humanitaire un moment, j'étais très admiratif, mais là vous semblez oublier complètement ce qui est du droit humanitaire. Laissez-moi continuer s'il vous plaît. Laissez-moi continuer s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Donc, ce que je dis, et là, il n'y a pas d'amalgame. Le mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda financièrement et logistiquement, doit être combattu, écrasé. Il faut qu'on mette fin à cette histoire d'M23. Il faut qu'on en finisse. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme ça a été fait dans les années d'avant, qu'on arrive au pouvoir, où on va négocier avec des gens, où ils seront retranchés dans un camp, tranquille, et puis quand ils auront faim, ils recommencent, faire du chantage à la République. On les réveille, ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut en finir avec le M23, terminer cette histoire de M23, les écraser complètement. Il y a un autre mécanisme. Au M23, il ne faut pas appliquer les mécanismes de réinsertion. Dès lors que ce sont des gens qui sont complètement des bandits, ce sont des traîtres à la nation, il ne faut pas leur appliquer le programme de réinsertion. Qu'est-ce qu'il faut leur appliquer? C'est la justice. À ce genre-là, on fait la guerre. Ce qu'on va attraper, c'est la justice. Plus de réinsertion pour le M23. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair, net et précis. Donc, vous êtes d'accord. Maintenant, seulement il y a quelques détails qui convergent. On est d'accord sur cette question d'un M23. Il faut qu'on en finisse. Parce que ce que Bienvenue, il refuse de le dire, et je le dis depuis le début de cette émission, le M23, c'est d'abord un mouvement armé
constitués de Congolais. Non, de quelques collabos congolais, mais moi, j'ai vu ces mouvements être soutenus, créés, formés et entretenus par les Rwandais. Oui, mais ce n'est pas différent de ce que j'ai dit. Vous dites que soutenu, créé, entretenu. On ne va pas passer un débat à défendre le M23. Vous avez lu un tout petit peu le communiqué que Arnaud affiche depuis tout à l'heure du M23 ici. Les détails dans les récits, bon, je crois que c'est carrément pour narguer aussi l'État congolais. Ils racontent ça comme s'ils étaient à l'intérieur pratiquement. Ils ont tous les détails, toutes les histoires, les jours, les dates, les chiffres. Ils disent tout. À votre avis, est-ce qu'il y a encore à nier ou à douter de la thèse de l'infiltration? Mais la thèse de l'infiltration, c'est une thèse qui n'est plus à démontrer. Elle est avérée que l'armée est infiltrée depuis très longtemps. C'est depuis 1996 que l'armée est infiltrée. C'est depuis très longtemps que l'armée est infiltrée. Et l'infiltration, si vous voulez, c'est un peu comme le cancer. C'est-à-dire qu'elle se développe. Vous voyez, elle se développe quand ça rentre, et puis ça se développe et ça attaque le corps entier. C'est ça le travail qui doit être fait en ce moment. Maintenant, c'est ce travail-là, justement, de reconstruire l'armée, d'expier les mauvaises troupes, les mauvais éléments de nos troupes FARDC, puisque l'infiltration, elle est avérée. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On doit reformer l'armée. Et le président, dernièrement, il a dit, il faut ce travail-là de reformer l'armée. Là, il n'y a aucun doute. Mais ces gens, juste pour finir avec ces gens de M23, c'est fini. Moi, je pense qu'il faut arrêter de négocier avec ces gens. Ces gens sont des terroristes. La légitimité que la communauté internationale reconnaît à certains États lorsqu'il s'agit de se défendre en cas de terrorisme, nous devons aussi pour exactement. La communauté internationale doit nous reconnaître cette légitimité-là, cette légitime défense-là. Nous sommes agressés par un mouvement terroriste, puisque ce qu'ils font, ils commettent de crimes de guerre, ils commettent de crimes contre l'humanité. Et on nous demande à nous d'aller négocier encore avec ces gens-là. Ça ne marchera plus comme ça. Donc, cette agressivité-là dans la diplomatie qu'a démarré le ministre Lutundula et qui va suivre ensuite avec le travail de l'armée sur le terrain et en interne également, ça doit continuer. On doit considérer dès lors, on doit obtenir ça. On peut obtenir cela. Hein. Israël a obtenu des Nations Unies qu'on qualifie le Hezbollah de groupe terroriste. Et pourtant, si vous arrivez là où il y a le Hezbollah, on vous dira que c'est un parti politique normal. Donc, nous, on doit obtenir à ce que ce mouvement des bandits soit qualifié de mouvement terroriste. Dès lors, c'est un mouvement terroriste et on doit les attaquer comme tel. C'est-à-dire que pas de quartier, on ne fait pas la guerre en dentelle, on extermine le M23 et puis on n'en parle plus. Un dernier mot sur le M23 avant de prendre la question finale. Bienvenue. Le M23, c'est un groupe pro-rwandais qui utilise les savoirs militaires rwandais, qui utilisent les armes rwandaises. On l'a vu sur les images, les tenues. Tout est organisé et passé au Rwanda. L'M23, c'est un des éléments de la stratégie bien passée depuis les années 90 du côté rwandais pour nous déstabiliser. Le Rwanda est dans une stratégie de nous déstabiliser pour mieux nous piller. Et aujourd'hui, cette déstabilisation, cette attaque, c'est aussi entre autres pour empêcher la venue du pape. Parce que le pape vient à Goma, c'est un message fort, c'est chef d'État, c'est chef religieux, c'est l'homme puissant qui vient. Et derrière lui, c'est toute une série d'actions qui sera menée pour chercher la paix. Donc ici, on veut empêcher entre autres la venue du pape. Deuxième élément, on veut empêcher que la justice soit exercée. Parce que depuis très longtemps dans ce pays, le docteur Mukwege a toujours demandé qu'on mette fin à l'impunité en activant le mécanisme de la justice traditionnelle. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait à la fois la justice judiciaire pour condamner tous ces criminels, tous ces rebelles, et aussi il faut une justice réparatrice qui va réintégrer les communautés et tous les acteurs qui étaient impliqués dans le conflit, mais qui étaient des victimes. Mais lorsque on nous attaque aujourd'hui, c'est pour empêcher que ces mécanismes se mettent en mouvement. Et c'est pourquoi moi je dis, tout ce que c'est, je dis, la réforme de l'armée, ce sont des processus. Mais à l'immédiat, là, on fait comment pour nous défendre? C'est pourquoi je dis, il faut organiser la résistance. Et il y a plusieurs manières d'organiser la résistance. On a des capitaux militaires dans ces pays qu'il faut juste convertir à capitaux guerriers. C'est aller chercher tous ces hommes et femmes qui ont servi dans l'armée ou bien qui ont servi dans le groupe d'autodéfense, qui peuvent être remobilisés. Ces jeunes hommes, ces femmes et ces hommes qui sont dans les groupes de services de gardiennage, qui ont des formations paramilitaires, qu'il faut juste convertir rapidement. Et ces éco-gardes qui protègent nos aires protégées, qui peuvent être mobilisés. Ici, on a besoin d'une alerte générale.
pour montrer à l'Assemblée du monde que nous sommes mobilisés. Et nous n'avons même pas besoin que la communauté internationale nous autorise. On nous agresse. Et quand on est agressé, on se défend. Et ça, c'est un droit qui est reconnu à tout un peuple. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que, à la fois, il faut continuer cette diplomatie, cette pratique diplomatique, mais au même moment, il faut organiser la résistance pour nous défendre et pour surtout changer le rapport de force. Tant qu'on ne changera pas le rapport de force de la région, toujours Kigali restera l'épicentre de la violence et Kigali maintiendra cette position-là pour continuer à nous déstabiliser en vue de son essor économique, pour continuer à nous déstabiliser pour que la région du Kivu ne retrouve jamais la paix et que la justice ne soit jamais organisée. Donc si on est conscient de ces enjeux du Rwanda et que nous, en tant que peuple, nous aspirons à la paix, nous aspirons au développement, nous aspirons à la cohésion, nous pouvons aussi nous organiser à travers notre État. On doit construire notre État pour faire l'échec à ces tentatives énièmes du Rwanda qui passent par des groupes supplétifs pour nous déstabiliser. Alors on est bien d'accord qu'on ne va pas... Rapidement, s'il vous plaît. Alors, moi, j'aurais voulu entendre dans la proposition de mon ami Bienvenu, par exemple, les renforcements de l'effectif de nos troupes à l'est du pays. Mais vous aurez compris dans le long terme. Non, il est d'accord avec ça. Par exemple, oui, on ramène plus d'effectifs à l'est du pays. Voilà, ça peut être justement un palliatif au groupe d'autodéfense parce qu'il insiste beaucoup sur le groupe d'autodéfense. S'il te plaît, on sait c'est que le groupe militaire dans lequel il y a des fictifs, il y a des personnes, des militaires inactifs. Renforçons. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on doit renforcer. On doit rééquilibrer. Le problème, c'est la que répartition des militaires sur les territoires, on doit les concentrer dans ces zones-là. Et on doit gonfler les chiffres. Bienvenue, tu as vécu ce qu'on fait, tu as vécu les désastres qu'ont causé les groupes d'autodéfense dans ce pays. Tu as vécu, laisse-moi continuer. Tu as vécu, non. Moi, je te demande d'être dans la posture d'un homme d'État. C'est-à-dire que sors un peu. de me qualifier comme ça. Non, sors un peu s'il te plaît, sors un peu du mouvement citoyen. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis population. S'il te plaît, Christopher, un homme d'État aujourd'hui, il va penser pas à la paix immédiate. Il va penser à construire une paix durable dans l'est du pays. Et on a des précédents avec certains groupes d'autodéfense. C'est avéré aujourd'hui qu'il y a d'anciens groupes d'autodéfense qui coupent des têtes à leurs propres frères, s'il te plaît, à leurs propres frères dans ce pays. Donc, s'il faut constituer un groupe d'autodéfense et tout ça, moi, j'ai essayé de nuancer cette proposition-là, ta proposition. Moi, j'ai dit, il faudrait recruter dans l'armée. On ne peut pas prendre des gens. On prend ces gens, on les recrute dans l'armée. Mais qu'est-ce qu'on attend? On prend ces gens, on les recrute dans l'armée. Que de dire aussi tranquillement qu'on doit refaire des groupes d'autodéfense alors que c'est un processus. Mais ici, on a des jeunes hommes qui ont déjà les capitaux militaires. Il faut juste compléter les capitaux guerriers. Mais tu vois, c'est ça que je dis. Donc voilà, un homme d'État, il veut construire une paix durable. Pas une paix qui va durer les années du mandat du président Tshisekedi. C'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons une paix durable. Et ça veut dire qu'il faut d'abord nous protéger. Nous apprenons de l'histoire, il faut apprendre de l'histoire. Nous apprenons de l'histoire, nous apprenons de dégâts qu'ont causé ces groupes d'autodéfense que Bienvenu aime tant. Nous savons ce que ça a causé. Maintenant, il ne veut pas que vous puissiez dire ça. Non, mais les téléspectateurs nous ont suivis. J'espère que les Congolais sont très intelligents. Non, ils ont compris. La question maintenant, parce qu'on doit chuter. Oui, voilà. Pour chuter, moi je dis ceci. Les groupes d'autodéfense et les mouvements de vigilantisme ont montré leur efficacité dans beaucoup de pays. Au Nigeria, au Tchad, même en Afrique du Sud. Mais tu parles comme s'il n'y avait pas de précédent dans ce pays. Ça sera pas la première fois. Argumentaire. Au Burkina Faso, ces groupes sont recrutés, sont organisés pour jouer un rôle. Et après, l'État réglemente leur démobilisation. Le problème ici, ce qu'il dit comme les groupes de défense d'État, ce sont des groupes qui ont été politisés, qui ont joué des rôles politiques pour des belligérants politiques, alors que pour que ces belligérants accèdent au pouvoir, ici, on veut défendre un territoire qui est menacé. Je ne sais pas si on a j'ai l'impression... On va les réveiller alors, ces groupes d'autodéfense qui ont été autrefois j'ai l'impression que Serge n'a pas la même sensibilité sur ce que moi je dis, sur la protection de notre territoire. Le territoire est menacé. Tu vas pas sortir cette carte-là que vous avez l'habitude de sortir. Moi, j'ai vécu la guerre. Tout ça. Moi aussi j'ai connu la guerre, mon cher. Non, mais pour dire, cette carte-là, non, ce disque-là il est rayé. Il ne faut pas sortir ce disque-là, il est rayé. Moi je parle d'un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, moi je veux construire une paix durable dans l'est du pays. Il y a un précédent aujourd'hui. Mais le territoire est menacé. Il y a un précédent aujourd'hui. Ou si le territoire n'existait pas.
J'ai dit Kapiamba construction. ici alerte ici la balkanisation. Mais moi je te dis, mais pourquoi tu es dans l'optique de construire une paix durable? Pourquoi tu donnes moins d'importance à une armée nationale et tu en donnes un peu plus aux groupes d'autodéfense qui se sont transformés en égorgeurs de notre peuple? Dans les médias, notre armée est infiltrée. Le président l'a dénoncé. On est d'accord que les effectifs sont insuffisants. On est d'accord que les munitions, il me semble, ne sont pas adéquates par rapport à ce qu'il doit faire. Il me semble que les militaires ne sont même pas payés. Ça, c'est notre débat. Mais ici, l'État est attaqué. La République est menacée. La balkanisation évoquée par Maître Kapiamba. Qu'est-ce qu'il faut faire comme État? Il faut nous protéger. Il faut mobiliser la résistance. Il faut mobiliser tout le monde qui peut contribuer pour d'abord protéger nos frontières, sécuriser nos populations et après, on va réglementer les choses pour mener une réforme structurelle, pour voir qui fait quoi, pour remobiliser les gens, pour les insérer et construire une paix durable. Dernière réaction, Serge, parce que j'ai cru comprendre que vous êtes tous les deux derrière le même objectif. Vous voulez la même chose, chacun, c'est vrai, par sa manière, peut-être pas très d'accord avec la méthode de bienvenue, mais on veut tous la même chose, ça veut dire la paix durable, sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Dernière réaction. Alors, déjà, la Constitution permet à tout Congolais de défendre son pays. Ça, c'est d'accord, nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, dans l'immédiat, ce que moi je propose, c'est de dire renforcer les effectifs à l'est du pays. C'est de prendre dans les espaces qui sont plus ou moins calmes en ce moment, c'est prendre les effectifs et les ramener à l'est du pays. Que le groupe d'autrefois, qui étaient des groupes d'autodéfense, qui se sont ensuite convertis en égorgeurs des Congolais, qu'ils ne soient pas pour l'instant ramenés sur la scène. Parce qu'il y a un précédent, on sait ce qu'ils ont fait, et ça ne serait pas du tout responsable pour un homme politique, un homme d'État de surcroît, de faire ces genres d'actes. Donc c'est de ramener un peu plus d'effectifs de notre armée à l'est du pays. Les FARDC en effectif assez consistant à l'est du pays en ce moment. Mais Serge, 5 000 il faut rajouter 5 000 hommes au Congo. C'est ce que je dis. Voilà, ça fait partie des recommandations. C'est ce que je continue. Oui. C'est ce que je continue. S'il faut emmener dans le Kivu pour terminer avec la guerre 50 000 hommes FARDC pour nous permettre d'éviter les mauvaises expériences des égorgeurs d'hier, des égorgeurs d'aujourd'hui qui étaient autodéfense hier, moi je suis pour ça. Moi je vois aujourd'hui la construction d'une paix durable. Moi je ne veux pas aujourd'hui qu'on crée de petits mouvements qui plus tard vont se transformer en mouvements de déstabilisation du Congo. Parce qu'aujourd'hui en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart de groupes armés qu'on a dans l'est du pays, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des petits, il y a beaucoup de petits groupes armés. À la base, c'était quoi leur travail, c'était quoi leur revendication? Ils disent qu'on doit se prendre en charge, c'est autodéfense. Ils prennent les armes, finalement ils se défendent plus. Voilà, ils commencent à égorger des gens. C'est ce que vous voulez éviter. On doit éviter cela. Donc, pour finir, il faudrait qu'on apporte beaucoup de force à nos forces armées en ce moment. Il faudrait que tout Congolais puisse avoir à l'idée un seul objectif, c'est celui d'une paix très 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 durable dans l'est du pays. Et prier également pour à la fois nos frères qui sont à l'est et nos forces armées qui sont sur les champs de bataille. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup, bienvenue. C'est vrai que les débats, il fallait s'y attendre, même si ce n'était pas l'idée du départ. Les idées convergent un tout petit peu et divergent en même temps, mais on veut la même chose, c'est-à-dire la paix. Au tout début, vous l'avez dit, chacun est très touché, très irrité par ce qui se passe dans cette partie de notre pays. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, qu'on l'ait vécu sur place ou pas, on est tous victimes de cette situation. Serge, bienvenue. Merci d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir contribué à cette question sur la situation sécuritaire. On espère qu'on a été suivi et que ces idées, tant soit peu, pourront aider à résolver cette situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez peut-être cette fois-là pour une autre question.
Merci beaucoup. Bienvenue mon ami, c'est toujours comme ça. Exactement. Alors on va prendre la minute d'infos en langue avant de prendre Jess Charlebon qui est promoteur des investissements. Avec lui on va aussi discuter de quelques questions d'actualité. Il s'agira du congrès mais aussi du forum Katangé qu'il y a eu en début de cette semaine.